Donc le premier jeu de cette liste, qui est donc 12 Chip Trick, qui est sorti en 2022 dans son pays original, mais en France il vient à peine de sortir. Il y a un nom alternatif dont je passerai. Donc par Chong, qui n'a fait que ce jeu là, voilà. Et illustrateur c'est Route, deux trois petits autres trucs, mais alors compliqué d'en dire plus. Donc c'est un jeu BlackRock, enfin Mandou Games, distribué par BlackRock en France. C'est un petit jeu qui se joue de 2 à 4, mais on va être honnête tout de suite, et c'était marqué d'ailleurs sur la page, comme voilà, c'est mieux à 3, et c'est un jeu à 3 et point. Et voilà. Mais c'est pas recommandé à 4 et c'est pas recommandé à plus de 4. Enfin, le best c'est à 3. Bon, il n'y a que 9 votes, alors ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà. Donc du coup, mon placement va être effectué en sachant que moi j'y ai joué à 4. Donc déjà, c'est un mauvais, un mauvais point pour lui. Donc, on va avoir chacun 2 jetons rouges et 2 jetons bleus. Bon, la raison pour laquelle c'est purement 3 joueurs, c'est que quand on est 3, il y a un certain nombre de jetons qui vont de 1 à 12. On a 4 chacun, on est 3, logique, hein, 3 x 4, 12. Enfin, un petit peu de maths ici. Alors que quand on est 4, on va rajouter 4 jetons en plus qui sont des jetons qu'on a déjà de base. Donc on va avoir par exemple 2, 3, 2, 7. Voilà. Ça casse un peu le jeu, je pense, mais un jeu purement 3 joueurs, ce serait peut-être pas vendu. Bon, bref. Une fois qu'on a ça, en fait, on va avoir les 4 jetons devant nous, 2 bleus, 2 rouges. C'est important parce que les rouges, c'est les valeurs intermédiaires, donc qui vont de 4 à 9, je crois. Et les jetons bleus, c'est 1, 2, 3 et 10, 11, 12. Voilà. À notre tour, on va jouer un jeton. Puis celui d'après va jouer un jeton, puis le dernier joueur va jouer un jeton. Celui qui a joué le plus grand remporte le pli. Simple, efficace, voilà. Quand on remporte le pli, on va pouvoir récupérer un des jetons qui a été joué. Sauf que s'il y a des jetons bleus et des jetons rouges qui ont été joués, on est obligé de récupérer un jeton rouge. Voilà, les jetons rouges sont pris prioritairement par rapport au jeton bleu. Si on a gagné le pli, le petit jeton bleu, enfin le petit jeton qu'on gagne, au rouge principalement, mais ça peut être bleu aussi, on laisse face visible devant nous. Et ensuite, on relance un deuxième pli. Sachant que les autres joueurs auront également choisi un des jetons qui reste. La manche s'arrête quand quelqu'un ne peut pas jouer. C'est-à-dire quand je remporte un pli et que c'est mon 4e pli, je vais avoir 4 jetons devant moi face visible et du coup j'en ai plus dans les mains, donc je ne peux pas jouer de jetons. À ce compte là, tout le monde va révéler sa main. On va faire la somme de tous ces jetons et le gagnant, c'est celui qui a la plus grande valeur mais qui a moins de 21. C'est à dire qu'à partir du moment où il y a une personne qui a moins de 21, on va regarder toutes celles qui ont moins de 21 et on va prendre la personne qui gagne. Et s'il n'y en a qu'une, c'est forcément elle. Et par contre, si tout le monde a plus de 21, on va regarder qui a la plus grande somme. Donc ça peut être malin d'avoir vraiment une grosse main si on essaie de faire perdre les autres en leur donnant des valeurs qui ne les intéressent pas. Le problème que j'ai trouvé avec ce jeu, en tout cas à 4, c'est que on maîtrise quand même pas grand chose. On a eu un peu l'impression de balancer nos jetons un peu au hasard comme ça. Et il se passe pas grand chose. Il y a 4, c'est affreusement long. Parce que le gagnant, c'est celui qui gagne 3 manches. Coucou, bienvenue. C'est celui qui gagne 3 manches. Et gagner 3 manches, c'est long. Enfin, 4, c'est marqué 20 minutes sur la boîte. Je crois qu'on a joué une demi-heure et on était loin de ça. On a arrêté à 2 points gagnants. Donc le jeu ne marche pas à 4. Est-ce qu'il marche à moins? Peut-être. Je trouve quand même qu'il n'est pas hyper intéressant. Mais c'est peut-être moi. Hein. Si ça se trouve, vous y avez joué, vous l'avez trouvé beaucoup mieux. Donc moi, je vais le mettre dans non merci. Parce que il est en dessous pas mauvais, mais pas inoubliable. Hein. Il est plus que pas inoubliable. C'est un jeu à 3, donc vous pouvez jouer à 3. Moi, j'y ai pas joué à 3, donc ça se trouve, c'est le problème. C'est fort possible.
Mais vraiment, A4, c'est même à oublier, en vrai. Là, en le mettant dans non merci, je lui laisse une petite chance. Parce que A4, c'est dans à oublier. Mais je me dis qu'A3, c'est peut-être pas si mal. Bon, je fais une petite moyenne. Bon, j'ai pas eu le courage d'y jouer, d'y rejouer. Et je suis pas sûr d'avoir le courage d'y rejouer un jour. Mais pour l'instant, on va le laisser là. Ensuite, on a Age of Innovation. Ouais, je dis 2 mots en anglais, un mot en français, pas de problème. Pareil, c'est sorti en 2023, hein, donc autant dire que c'est du jeu hyper récent. Sur l'image que j'ai choisi moi ici, on voit Terra Mystica écrit en gros et non pas Age of Innovation. La raison est simple. C'est que c'est dans le même univers que Terra Mystica. En français, ils ont décidé de le mettre en tout petit, en VO un peu moins. Que dire de jeu? Terra Mystica, c'est un vieux jeu entre guillemets. C'est un peu compliqué de dire que c'est très vieux, mais il y a un peu de pose d'ouvriers, il y a un peu de gestion de territoire, il y a un peu de gestion de ressources. Je trouvais que le jeu de base, donc Terra Mystica, avait pas mal de défauts. Ensuite est apparu le jeu dans l'espace que je vois, mince, comment j'arrive à pas m'en rappeler. Projet Gaia. Ensuite, on a eu Projet Gaia. Projet Gaia, je trouve, corrigeait quelques fautes qu'avait le jeu de base. Par exemple, dans Terra Mystica, donc quand on est là, on va essayer de s'étendre sur les cases à côté. Bon, ça c'est Age of Innovation, mais globalement le terrain ressemble un peu à ça dans Terra Mystica. Et le problème, c'est que si on nous bloque, bah on est foutu. Bon, on a perdu la partie, on le sait, et on peut rien faire de plus. Projet Gaia réussissait à éliminer ça, ce qui est plutôt une bonne chose. Et changer quelques petits points de scoring aussi. Enfin, il y a d'autres changements de règles, il n'y a pas que ça, mais voilà. Là, on reprend Terra Mystica, dans lequel on change un petit peu ce principe-là. Mais la grosse différence, c'est que Terra Mystica, la plupart des points se faisaient en fin de partie. Il y avait énormément de scoring de fin de partie sur plein de trucs à droite à gauche. Et clairement, si tu jouais pas là-dessus, tu le sentais. Gaia Project, il y a un peu le même problème, entre guillemets. Enfin, c'est difficile de dire que c'est un problème, c'est le jeu qui est comme ça. Et voilà. Celui-là, ben, il permet un peu plus de liberté, dans le sens où on a toujours des points de victoire en fin de partie, mais en vrai, pas tant que ça. Par contre, on en a pas mal en cours de partie. Et on a moyen également d'en faire plus à certains moments. Ce plateau-là, par exemple, la partie du haut n'existe pas ni dans Projet Gaia, ni dans Terra Mystica. Et bah, c'est plutôt malin. Le fait aussi qu'on choisisse au départ son plateau. En fait, on a un plateau personnel. Tous les plateaux sont différents. On a... Alors ça, c'est une race, plus ou moins. Bon, c'est un peu dire de race parce qu'il y a ça, mais moi je sais que j'avais une navigatrice par exemple. Enfin, c'est peut-être une classe d'ailleurs plutôt. Et on a un autre bonus qui est avec, qui est la petite plaque de départ de bonus, comme en Terra Mystica. Et donc en partant du dernier joueur, on va pouvoir choisir laquelle des trois est importante. Enfin, laquelle des trois on prend pour la partie. Et bah, ça fait des petites combinaisons qui sont pas déconnantes et qui vont plus ou moins guider un peu notre stratégie. On a aussi des bâtiments neutres, je suis pas sûr que ça existait en Terra Mystica. J'ai un doute, on peut pas m'avancer pour rien, mais voilà. Et du coup, bah, on a pas mal de petites choses à faire. Alors moi, ça reste quand même pas trop mon truc. Terra Mystica, c'est vraiment pas mon jeu préféré. Projet Gaia déjà beaucoup plus, mais ça reste quand même quelque chose qui me plaît, mais sur lequel je vais pas courir. Donc Age of Innovation, je le mets dans les bons jeux. Parce que je vais pas courir après pour refaire une partie. Mais on me le propose. Bah, je pense que je dis oui quand même. Bon, ça dépend du moment. Ça dépendra du moment. Mais en refaire une ou deux, ça me posera pas de problème. Ouais. Donc c'est un bon jeu. Si vous aimez Terra Mystica et Gaia Project, foncez dessus sans trop de problèmes. Ça reste quand même un jeu agréable et fluide.
Si les deux premiers vous ont pas convaincu, il y a quand même peu de chances que celui-là vous plaise plus que ça. Mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Et ben on va passer au troisième jeu, du coup. Hop, troisième jeu, on a Shipatsu. Shipatsu de chez Ori Games. C'est sorti en 2017, bah pas en France. Voilà, sorti sur un autre nom, Call of Nature, en 2017. En France, c'est sorti l'année dernière, hein, pas plus tard, pas plus tôt non plus. Oh, c'était pas moche, c'était pas moche. Donc, un jeu de Guillaume, ou Guillaume. Oh, qui a fait Magic Maze, Gravity Superstar, Overbooked, Star Clicker. Oh là 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 là. Ah, c'est un illustrateur, pardon, je me suis encore trompé. Je suis nul en anglais. Donc, qui a été dessiné, illustré par Guillaume et créé par une personne qui n'a fait que ça. Je suis désolé, je ne peux pas dire plus qu'une personne, je ne lis pas ses caractères. Donc, Shipatsu, c'est un petit jeu de défausse qui est pas très compliqué. On est proche d'un Uno-like, hein, on va pas se mentir. Où tout le monde a des cartes en main. À son tour, faut en poser une. Bon, en général, ça fait monter un petit peu le global, le total. Et en fait, bah, y a des passages qu'il ne faut pas atteindre. Par exemple, il ne faut pas être celui qui va dépasser les 31. Il ne faut pas être celui qui dépasse les 61. Il ne faut pas être celui qui dépasse les 91. Parce que quand on arrive à 31, bah, on perd des niveaux. En fait, on est niveau 7 au début, un truc comme ça, ou 8, je ne sais plus exactement. Et donc, bah, si je dépasse 31, je perds 1 niveau. Si je dépasse 61, je perds 2 niveaux. Si je dépasse le 91, je perds 3 niveaux. Et voilà. Il y a des petites cartes pouvoir qui permettent de tenter de lancer les dés pour augmenter ou pour diminuer la valeur. On peut essayer aussi de piquer des cartes aux autres, de faire un changement de sens. Enfin, voilà, quand je vous parle d'un Uno-like, on est quand même pas mal là-dessus. En vrai, je m'attendais à un jeu vraiment pas bon. Et c'était plutôt cool. Le seul truc que je ne comprends pas, c'est le thème. C'est pourquoi avoir fait ça sur le thème du transit intestinal. Là, le thème de base, c'est on est à 7 parce qu'on a un peu envie de faire caca, mais on arrive à se retenir. Et plus on avance, plus on a envie de faire caca. Et celui qui arrive à 0, celui qui fait caca dans sa culotte. Enfin, wow, quoi. C'est pas, j'ai pas envie d'aller dessus, quoi. J'ai pas envie de jouer à ça. J'ai pas envie de sortir un jeu sur le thème du caca, quoi. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça à comprendre. Et je trouve ça triste, hein, parce que le jeu en lui-même, il est pas si mal. Alors, c'est pas le meilleur jeu du monde, hein, mais le thème, en fait, le thème, il est à oublier, mais le jeu, il est pas si mauvais. Est-ce qu'on fait abstraction du thème? C'est la question. Ouais, je vais quand même le mettre dans pas mauvais, pas inoubliable. Il est pas horrible comme jeu. Je trouve qu'il y a quand même... Nous, on a plutôt bien rigolé en y jouant. On y a joué à 3. Et c'était pas mal. Mais je sais pas à qui je peux le recommander, en fait. Enfin, le thème caca... J'ai rien contre le thème caca, mais c'est quand même pas fou, quoi. Est-ce qu'on a vraiment envie de jouer à un jeu où on se retient de faire caca? Moi, non. Vous, peut-être. Je ne sais pas. Voilou. Ensuite, Dr. Ra, qui est sorti l'année dernière, que j'ai dans ma collection. Alors, je l'ai parce que il est en solde. Voilà. Je l'avais vu sur un festival, ça avait l'air cool. Je l'ai vu en solde, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et du coup, et ben on l'a testé. On l'a testé assez vite. Donc c'est un jeu de Krenner qui a fait plein de choses, qui a fait Challengers, qui a fait alors Duck, un petit jeu de cartes sympatoche. Edge of Dirt, je crois que ça s'appelle Crétin C en français, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, donc je vais pas m'avancer plus que ça.
Gna gna gna. Crime and Mystery, ça je sais pas trop ce que c'est. Ok. Alors, on va pas se mentir qu'il a beau avoir un petit nombre de jeux. Il a quand même pas grand chose qui moi m'attire plus que ça. Crétensé, j'y ai pas joué, mais j'ai vraiment pas envie. Challenger, j'y ai joué, j'aime pas du tout. Duck, j'y ai joué et c'est pas waouh quoi. Et Dr Rat du coup. Alors, Dr Rat, c'est un petit jeu de déduction coopératif où en fait vous avez un joueur qui va incarner le Dr Rat et qui va avoir ce petit panneau là devant lui qui indique une, deux ou trois espèces différentes de rats qui sont là. Bon, normalement 3, mais je crois qu'on peut jouer avec moins s'il n'y a pas assez de personnes autour de la table. Et en fait, chaque groupe de rats va avoir une restriction alimentaire. Cette restriction alimentaire, déjà, elle est obligatoirement possible avec ce que le rat a au début. Par exemple, là, on voit que le groupe de rats 2 a mangé 2 trognons de pommes pour commencer. Donc sa restriction alimentaire, bah, elle doit quand même être valable avec ça. C'est-à-dire qu'il peut pas être allergique aux pommes après, par exemple, parce qu'il a déjà mangé au début et qu'il était censé pouvoir en manger. Donc, on va avoir ça, on va tirer des restrictions. Les restrictions alimentaires, ça peut être par exemple, on peut pas manger 3 aliments. On peut pas manger de liquide. On peut pas manger 2 fois de suite la même couleur. Ou alors on est obligé de manger tout le temps la même couleur. Ou alors il faut alterner les nombres. En faisant plus ou moins 1. Si j'en ai 2, après je peux faire que 1 ou 3. Et si je fais 3, après je peux faire que 2 ou 4, etc. etc. Et le but des autres joueurs, ça va être de faire manger leur rat et surtout de comprendre qu'est-ce que le rat peut manger ou ne peut pas manger. Ça joue en 8 manches. À chaque manche, le Dr Rat va piocher un certain nombre de cartes aliments qu'il va installer sur son pupitre. Donc il en restera potentiellement d'avant. Et il va en présenter N plus 1 aux joueurs. Donc là, s'il y a 3 familles de rats, il va en présenter 4. Chaque famille de rats va devoir en choisir un. Ensuite, le docteur leur dira si oui ou non ils ont pu manger cet aliment. Et on passera à la manche 2. Le jeu se termine soit quand on a fini les 8 manches et qu'à la 8ème manche, les rats ont mangé quelque chose qu'ils pouvaient manger. Soit si une famille de rats a mangé des éléments qu'ils ne pouvaient pas manger. Donc sur 3 manches. Pas forcément consécutives, mais sur 3 manches. Et si à la dernière manche, il y a au moins une famille de rats qui mange quelque chose qu'elle ne doit pas manger. Le jeu en lui-même est plutôt cool. On n'a pas trop galéré. Après, je crois que c'est un 8 et plus. Et nous, on était entre adultes, alors du coup... c'est un 10 et plus, pardon. Ça a peut-être plus de sens, justement, d'y jouer à 10-12. Nous, il se trouve en plus qu'il y a une famille de rats qui avait une condition qui était assez facile. Et du coup, ça a été trouvé tout de suite. Bon, ils ont essayé d'aider les autres, mais ça fait que eux n'ont pas joué beaucoup. Je dis eux parce qu'il y a 3 familles de rats. On a joué à 7, donc on a joué à 6. Donc ils étaient souvent 2 par équipe. Et voilà. Bon, niveau de difficulté tranquille, mais le jeu en lui-même, voilà. Ça par exemple, c'est-à-dire qu'il a pu manger ça, il a pu manger ça, mais pas ça. Par exemple là, les premiers rats, oui, donc ils ont mangé 2 légumes verts. Donc après ils ont tenté de prendre 4 boissons vertes, ça a marché. Ils se sont dit c'est peut-être la couleur, ça doit peut-être tout le temps être la même couleur. Donc ils ont repris ça, ça a marché. Et là, hop, 3 pommes vertes, ça n'a pas marché. Par contre après 2 liquides orange, ça a marché. Bon là a priori ça veut dire que moi je dirais que le groupe de rats là ne peut juste pas manger quand il y a 3 aliments. Pour ça qu'après ils ont fait 2, 2, 2, 2, 2. Ça avait l'air pas très compliqué à comprendre. Voilà. Donc le jeu en lui-même pas mal. On peut jouer à 6-7 assez facilement et en famille. Donc pourquoi pas. Je vais pas non plus courir après. Même si j'en referai bien une. Je le mets dans bon jeu. En vrai, est-ce qu'il est inoubliable? Non. Mais il est pas déconnant. Je trouve qu'il y a pire. Hein. Il y a pire. Bon, il y a souvent pire, vous me direz, mais voilà. C'était pas mal. Bon, je le mets au même niveau qu'Age of Innovation, c'est un peu moche, mais c'est comme ça. C'est ma tier list, c'est moi qui décide. Et c'est tout.
On va attaquer avec Escape the Room. Alors, Escape the Room, c'est un peu particulier. C'est pas ça. C'est lequel? Secret. Non, Escape Room The Game. C'est peut-être ça. Non, il y a un puzzle. Non, c'est pas ça. On va tenter Escape the Room et puis on va bien le trouver parmi ceux qu'on nous propose. S'il est là, mais il doit être là parce que moi je l'ai enregistré sur mon application. J'entre toujours BGStat. Donc il faut que les jeux soient présents sur BGG. Ça c'est pas trop dur. Bon, l'autre solution c'est que je regarde le nom que j'ai tapé dans l'application parce que là je ne le trouve pas. Dexcape, non mais c'est pas un Dexcape. Ok. Alors. Gna gna gna. Ça. Alors, comment je l'ai rentré moi? Escape the Room. Le secret de la retraite, blablabla. Escape the Room, le secret de la retraite du docteur Gravely qui est sorti en 2016. Je pense que c'est le plus vieux jeu qu'on verra aujourd'hui. Cela dit, 2016, c'est déjà pas si mal. Hein. On est déjà sur un jeu qui est quand même pas tout récent non plus. Donc, de Rebecca Bleo et Nicolas Cravota, si je me trompe pas. Donc, il a fait Crosswise, Shodown, qui a fait un autre Escape the Room. Oui, bah, elle a fait les Escape the Room, quoi. Et Nicolas Cravota qui a dû faire les Escape the Room aussi. Shodown, Tizius. Ouais, ils ont l'air d'avoir fait les jeux ensemble quand même. Hein. Oh, Arg, c'est plutôt connu. Break-in Alcatraz. Oh, ils ont fait les break-in aussi. Ok. Ok. Ouais, ils sortent encore des jeux récemment. Oh, il y a MacGyver, The Escape Room Game. Moi, je suis désolé, mais qui n'a pas envie de jouer à MacGyver, The Escape Room? Oh là. Je suis extrêmement... Je suis sûr que c'est pas sorti en France, ce truc. Une Escape Room en anglais, c'est un peu compliqué, mais... Une Escape Room MacGyver, mais j'ai trop envie, moi. Je vais mettre dans ma wishlist. Want to play. Voilà. On est là pour découvrir des vrais jeux. Donc, bon, on va passer sur MacGyver, désolé. On reviendra plus tard sur toi. Escape the Room. Donc c'est un jeu d'escape, comme le nom l'indique. Assez classique. On va avoir une succession de petites énigmes pour essayer de sortir de là où on est, de trouver les solutions. Ce qui me tapait un peu dans l'œil moi au début, c'était que sur la boîte, donc on vous dit, voilà, de 3 à 8 joueurs. 13 ans et plus, 90 minutes, bon ça je m'en fous, c'est un peu habituel et classique. Par contre de 3 à 8 joueurs, et je me dis tiens, c'est particulier parce que les unlocks c'est de 1 à 6, et la plupart des jeux d'enquête, on vous dit 1 plus quoi. Et là, 3 à 8, je me dis, s'il faut être au moins 3, c'est qu'il y a peut-être des choses qui se font, qui ne peuvent pas se faire seuls. Par exemple, isoler des personnes dans des pièces différentes, ou communiquer avec des informations qu'un groupe a, pas l'autre, etc., etc. Et ben non, pas du tout. C'est super triste. En fait, le jeu marqué 3 à 8, on l'a fait à 6 ou 7. Mais en fait, je pense qu'à 2, on aurait mis autant de temps et on aurait pris autant de plaisir. Je comprends pas pourquoi c'est marqué 3 à 8 sur la boîte. C'est... Je suis assez déçu de ça, pour le coup. Ils vendent ça peut-être comme une escape qu'on peut avoir à la maison. Voilà, ramener à la maison le phénomène mondial. Mais non, bah alors déjà c'est pas ce que j'ai vu qui se rapprochait le plus d'une escape game. Et en plus, ben, quand t'es 6 à faire une même énigme, en fait c'est même pire que ça. Parce que le point positif du jeu, je trouve, c'est qu'il n'y a pas que des énigmes. À un moment donné, on a aussi, bon je vais spoiler un peu mais sans trop spoiler,
C'est-à-dire qu'il y a des enveloppes, vous voyez, qu'on va ouvrir au fur et à mesure, et dedans on trouve des choses qui permettent de faire d'autres énigmes, etc., etc. Et il se trouve que dedans, parfois, on a des enveloppes qu'on n'ouvre pas avec des énigmes, mais avec des casse-têtes. C'est-à-dire qu'il y a des petits morceaux, enfin, comme les morceaux en métal qu'on est censé ouvrir ou qu'on est censé casser, enfin, défaire. Voilà. Et ça, bah, je trouve ça plutôt malin parce que c'est le seul jeu où j'ai vu ça. Le jeu où tu as des énigmes et en même temps tu as des casse-têtes. Sauf que le problème, c'est que ces casse-têtes, en général, ils apparaissent à un moment où tu n'as que ça à faire. Donc, quand tu joues à 6, et bah, tu es 6 à regarder le casse-tête, bah, tu es 5 à regarder et 1 qui essaie de le faire. Et je trouve que ça, bah, c'est super triste, quoi. Coucou. Le 3 est plus vendeur sur ce marché de style enquête. Bonne question. Alors attends, déjà, hop, le fait que tu parles et que je ne te vois pas, ça me pose problème. Donc, hop. Hop, ça va là. Le 3 est plus vendeur. Tu parles de quoi? D'Escape the Room, le 3? J'ai essayé que celui-là, hein, pour le coup. Qui est bien, mais... Ah, le 3 est plus vendeur, le 3 joueurs, pardon. C'est que je te découvre que maintenant. Ouais. Bah, c'est plus vendeur. Bah, en fait, oui et non, parce que... Tu vois, Unlock, c'est marqué de 1 à 6. Et bon, nous, on y joue à 2 parce que c'est Unlock et que je trouve que les jeux d'énigmes à 2, c'est bien. À plus, c'est chiant. Mais là, ils mettent 3 minimum. Donc, tu perds tout le public qui aime jouer à ça en couple, par exemple, ou juste avec un ami. Enfin, tu perds tout ça pour... En fait, ça coûterait quoi de mettre du 2 à 8? Pas grand-chose. Au contraire, tu gagnes toutes les personnes qui veulent jouer à 2. Le 3 minimum, ça me semble assez restrictif en fait. Et pas justifié, en tout cas. Du coup, j'ai beaucoup râlé là-dessus. Mais en vrai, les énigmes étaient plutôt cool. Et la partie casse-tête, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que ça changeait du reste. Donc je vais quand même mettre à quand la prochaine parce que j'ai envie de faire une autre boîte. Par contre, bah, j'attendrai pas d'être 4-5 pour la faire. Celle-là, on a attendu exprès d'être nombreux pour pouvoir la faire. Et franchement, bah, on s'est une grosse déception sur le nombre de joueurs, quoi. Même si on a passé un bon moment, on a quand même passé des moments à regarder les autres essayer de faire des choses. Et ça, je ne suis pas fan, hein. D'où l'intérêt de faire l'unlock à 2 en fait. C'est que t'es une énigme, t'es deux dessus, ça va quoi. T'es dessus quand même. Alors, on passe au suivant, c'est Flip Town de Steven Aramini, qui a fait Spralopolis que j'adore. Ouh, il a fait plein de petits jeux de chez Matego, des microgames. Naturalopolis, j'ai pas vu. Circle the Wagons, j'ai vu mais j'ai pas joué. Agropolis, Spralopolis, mais voilà. Animal Kingdom, j'y ai joué, j'ai pas trouvé ça fou, mais j'y ai joué quand même. Enchantress, ça me parle pas. Ok, bon, il y a quand même un petit peu de choses hein, dans tout ce qu'il a fait. Très bien, monsieur. Donc Fliptown, c'est un jeu de flip and write compétitif où chacun va avoir sa petite grille comme ça qui a l'air un peu dégueulasse et qui l'est, mais c'est pas très grave. Et où en fait on joue en 3 manches, à chaque tour on va révéler 3 cartes. Donc là il y a Dame de trèfle, il y a le 9 de cœur et l'As de pique. En fait on va en prendre 2 qu'on va compoter ensemble pour faire une carte. Par exemple là je peux prendre la Dame de cœur, ou je peux faire l'As de trèfle, etc., etc. Et la dernière carte, celle qu'on n'a pas choisie, donc si je prends la Dame de cœur, bah c'est l'As de pique que j'ai pas choisi, je vais l'entourer ici. Hop, sur cette partie là, donc je vais mettre As et pique. Et si je prends donc la Dame de cœur, ben, je vais aller du côté du cœur, donc le cœur c'est là,
Et je vais faire l'action de la dame. Ici on a les actions pique, ici on a les actions carreau, et ici on a les actions trèfle. Si aucune carte ne nous convient, on peut toujours aller au cimetière. Voilà. Et voilà. Globalement. Je vais pas rentrer plus que ça dans le détail. En gros, on gagne des bonus, on gagne des ressources, on détrousse des bandits. Voilà, l'action pique est un peu spéciale parce que si je m'attaque par exemple à cette vache, il y a un 6 ici. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va retourner la première carte du paquet. Et si c'est un 6 ou plus, bah, je réussis ce que j'ai fait. Donc je prends tout ce qui est en dessous. Sinon, bah, je prends que ce qui est pas terrible en dessous et je prends la moitié des points de victoire ou je prends tous les points de victoire. Voilà. On va avoir quelques objectifs communs également, 3 de souvenirs, au milieu et on va essayer de les faire. Au bout de 5 tours, pardon, oula, au bout de 5 tours, la manche s'arrête et du coup ici on va pouvoir chacun regarder la combinaison qu'on a réussi à faire. C'est-à-dire que là, au premier tour, je dis que je garde l'as de pique, bah après, je vais peut-être garder la dame de pique, puis blablabla. Si je fais une paire, je vais gagner un peu d'argent et un peu de points de victoire. Si je fais une double paire, c'est mieux, blablabla, jusqu'à la quinte flush royale qui me fait gagner plein de trucs, mais qui est quasiment impossible à faire. Le jeu, je l'ai trouvé pas mauvais. En fait, la partie sortir 3 cartes, en prendre 2 pour faire quelque chose et garder la troisième, c'est cool. Ce que je reproche, c'est que bah, ce qu'on fait là, en fait, je trouve que ça sert à rien. C'est pas incroyable. Bon, on peut gagner quelques bonus, mais les bonus sont pas fous. Et en plus, c'est hyper aléatoire parce que je veux dire, bah, je peux tenter de faire... Imaginons notre con, j'essaie de faire une couleur. C'est pas trop dur, il faut juste qu'il y ait par exemple un cœur qui sorte à chaque fois. Bah, c'est pas trop dur, mais c'est pas forcément le cas, quoi. Je peux essayer de faire une paire, mais c'est pareil, ça se trouve, je vais prendre au début un 9 et après il n'y a plus 9 qui va sortir. Enfin, ça donne des petits bonus et ça se base vraiment sur la chance et tu peux rien faire contre. Donc ça, je trouve ça bof. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à voir dessus et que c'est pas hyper clair et que c'est pas hyper bien fait. Il y a des endroits où les bonus sont vraiment pas terribles. Je sais plus où c'est, mais il y a une ligne, il y a une couleur où les bonus, c'est pas fou. Voilà. Après, le jeu n'était pas mauvais. Est-ce que j'ai très envie d'en refaire? Non. Parce que voilà, je trouve que c'était pas non plus incroyable. Ça change un peu. J'avais jamais joué à un jeu comme ça, donc je trouve ça cool d'un côté. Après, je trouve ça très aléatoire et très peu contrôlable. Et au final, très vite confusant sur tout ce qu'on a là. Mais on peut faire quelques petits combos sympas, on peut faire quelques petits trucs, c'est drôle. Voilà. Je vais le mettre dans pas mauvais, mais pas inoubliable. Ouais. Au niveau de Chipetsu, bah, je jouerais plus à Doctora qu'à Flipta, c'est sûr. Après, est-ce que j'y rejouerai? Oui, j'y rejouerai, mais pas de façon répétée, on va dire. C'est bon pour ça. Alors, jeu suivant. Le jeu suivant, c'est Fluffy Valley. Alors, Fluffy Valley, c'est un jeu 6 ans et plus de chez Loki. C'est un petit jeu de pose d'ouvriers et de gestion de ressources. Dit comme ça fait un peu peur parce que c'est du 6 ans et plus. C'est un jeu que moi, j'avais mis dans mes pronostics d'As d'Or. Donc je le voyais nommé en As d'Or enfant cette année. Spoiler alerte, ça n'a pas marché. Mais c'est pas moi qui fais les nommer. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a 3 petits chiens de prairie, enfin 4 normalement, qui sont en dehors du plateau, enfin qui au début sont en dehors du plateau, puis après vont être dans le plateau. Ce qu'on va faire à son tour, c'est en prendre un, l'enlever du trou où il est et le mettre dans un autre trou. Et en fait, suivant le trou, bah, on va faire une action. Là-haut, par exemple, on est dans un buisson, hop,
les deux actions là, bah, c'est des buissons en baies. Donc on va mettre sa main dans un sac où il y a des baies en bonne santé, des baies pourries, et on va en tirer une au hasard. Là, on va gagner un de paille. Là, on va pouvoir récupérer une ressource, un type de ressource qui est là, et tout ranger dans notre terrier pour pouvoir les sauvegarder pour plus tard. Sachant qu'on gagne la partie si ça est tout rempli avant la fin du temps imparti. Là, on va pouvoir upgrade quelque chose, c'est-à-dire qu'on va devoir dépenser une ressource. Je crois que c'est du blé, mais je suis plus sûr. Pour piocher une carte au hasard d'amélioration. Ici, on va pouvoir faire des échanges avec le hérisson. On va pouvoir jeter des baies pourries pour acheter une vraie baie ou du blé ou du miel. Et le jeu en lui-même, bah, il est plutôt cool. J'ai du mal à concevoir que les enfants de 6 ans y jouent. Après, je ne suis pas un enfant de 6 ans et je n'ai pas d'enfant de 6 ans. Mais je trouve que l'âge a été un peu baissé. Après, avec des parents, oui, on peut jouer. Mais à ce compte-là, avec des parents, on peut jouer à Pandémie. Enfin, je veux dire, c'est les parents qui doivent tout faire. Ça n'a pas de sens. Ça me semble compliqué de jouer qu'avec des enfants. Je pense que c'est ce qui lui a desservi, que c'est probablement pour ça qu'il n'a pas été nommé à l'As d'Or. Mais je ne suis pas derrière ces votes, encore une fois, et je n'ai pas suivi les débats, donc ça se trouve, ce n'est absolument pas l'argument qui a été sorti. Et je trouve ça dommage, parce qu'en soi, bah, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment sympathique. Nous, on a gagné, mais de justesse. Donc, il y a de la difficulté, on peut perdre. Clairement, je vois qu'on peut perdre facilement. Et en plus, bah, c'est tout mignon, le matériel est vraiment chouette. On fait glisser les petites ressources dans le trou, ça ressort là. Moi, ça me suffit pour me faire plaisir. On met les petits chiens de prairie dans les trous, on les retourne. Bon, ils ont des petites patous dans l'air à la fin, c'est super mignon. Donc voilà. Je vais les mettre dans à quand la prochaine, même si bah, j'y rejouerai pas. Je veux dire, c'est un jeu enfant. Mais on me demande de l'expliquer, d'y jouer à quelqu'un. Je pense que je dis oui. J'en referai une sans trop de problèmes. Parce que j'ai trouvé ça très mignon et très sympathique. Voilà. J'ai juste un gros doute sur le nombre de joueurs. Enfin, sur le nombre, l'âge. 6 ans, ça me semble vraiment tôt. Ensuite, on a Amstern. C'est un jeu que j'ai ramené d'Espagne pour une amie qui est fan des rongeurs. Enfin, fan des écureuils, mais ça ressemblait un peu. Et il s'appelait pas Amstern, là où je l'ai trouvé. J'ai 4 jeux qui s'appellent Amstern. Je ne sais pas lequel c'est. Et bah, c'était pas celui-là. C'est celui-là. AKA Hungry Hamsters. Voilà. Alors, c'est un mini format. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. C'est-à-dire que c'est une mini pochette. Bah, vous voyez la taille du dé, hein, c'est pas beaucoup plus grand. Dedans, on a donc cette petite fiche, les règles, un petit stylo et un dé. Ce qui va se passer, c'est que tous les tours, il y a quelqu'un qui va lancer le dé. Nous, ce qu'on va faire, bah, c'est cocher autant de cases que la valeur du dé. On peut se mettre où on veut au départ. Enfin, il y a une règle qui dit qu'on peut se mettre où on veut au départ. Il y a une autre qui dit qu'on doit absolument commencer à tel endroit. Genre celle du milieu. Et en fait, après, bah, on va continuer comme ça. Jusqu'à ce que, dès qu'une personne a rempli 3 zones, et ben à chaque 4, 5 ou 6, on va barrer ici un petit dé. Et dès que les 3 sont barrés, la partie est terminée. Pour remplir une zone, bah, faut juste cocher toutes les cases qui sont dedans. Sachant que il faut mettre exactement la valeur du dé. C'est-à-dire que si là j'ai mis 4 cases, bah, il me reste 3 cases à cocher. Donc il me faut un 3 absolument. Je peux pas prendre un 4 pour faire ça. À la fin de la partie, bah, les champignons, ça fait des points. Je crois que c'est 1 point par champignon. Quelque chose comme ça. Les noisettes, il y en a 4. Bah, une noisette 2 points, 2 noisettes 4, 3 noisettes 8 et 4 noisettes 16 points. On va marquer aussi des points suivant les zones qu'on a complétées. Bah, une zone à 7 points vaut 7 points si elle est complétée. Et voilà. C'est un petit jeu, hein, c'est rapide, c'est 5 minutes la partie. C'est rigolo, c'est mignon. Ça se transporte partout. Voilà. C'était pas mal du tout. Bon, c'est pas le jeu du siècle non plus, hein, on va pas se mentir. Je vais pas le mettre dans les coups de cœur. Ouais, c'est mignon. Mais dans les bons jeux, voilà. Je vais pas sauter dessus pour en refaire une.
Mais je trouve ça quand même mignon. Hop là. Jeu suivant, Karmadice. Est-ce que tu es là, petit Karmadice? Voilà, logiquement oui. Logiquement oui. Donc c'est pareil, sorti en 2023. De Anaïs Reynaud et Julien Santis. Qui a fait donc Karmadice et Season Skipper. Season Skipper, c'est le gardien de saison. C'est aussi un jeu qu'on pensait pouvoir potentiellement être nommé à l'As d'Or. Bon, qui n'a pas été. Julien Santis, ça fait plus de choses par contre. C'était cool. Ça, c'était bien. Un Safin, Trigger, Déclic. Ouais, bon, Déclic. Illico, j'y ai joué. Je ne sais plus ce que c'est. Rallye photo, c'est rigolo. Voilà. Ok. Il a fait quelques petits jeux d'ambiance sympatoches. Karmadice, c'est un jeu de construction de dés. Bon, c'est un peu chiant parce qu'ils n'ont pas mis de photos. Ça manque toujours, ça. Pensez à mettre des photos sur vos... sur votre page BGG. Sinon, comment je fais pour les critiquer, moi, après? C'est un jeu de construction de dés, donc à son tour, on va lancer un certain nombre de dés blancs qui sont communs à tous, plus les dés de couleur qu'on aura gagnés en cours de partie. Sachant que le premier dé de couleur qu'on a, il est donné avec un petit pouvoir qui sera utilisable une fois dans toute la partie. Et que chaque dé de couleur a un pouvoir spécifique. On lance les dés, on en choisit autant qu'on veut, qu'on va placer devant notre fiche, entre guillemets. Et après on relance tous les dés. Je dis n'importe quoi. Arrêtez-moi hein, quand je dis de la merde. Non, on lance autant de dés que l'on veut. On garde tous les dés qu'on a lancés, on les met de côté. Et après je relance encore autant de dés que je veux. Mais il faut que la valeur de mon deuxième lancer soit supérieure à la valeur du premier lancer. Donc en général, le premier lancer, je vais lancer un dé. Et si par exemple, je fais 4, ben après, c'est à moi de choisir si je tente de relancer un dé ou si j'en lance 2. Sachant qu'il faudra que je fasse plus de 4 dans tous les cas. Si je fais plus de 4, ben, pas de problème. Je peux continuer après en relançant à nouveau autant de dés que je veux pour faire à nouveau plus que le nouveau résultat. Ou alors, eh ben, si j'ai fait moins, je perds ces dés là. Et je perds le dé que j'avais lancé avant. Donc je recule d'une étape. Les pouvoirs des dés, en général, ça va permettre de les relancer. Vous avez un dé qui peut tripler sa valeur, vous avez un dé qui peut doubler sa valeur, vous avez un dé qui peut être faire plus ou moins un dé qui permet de récupérer un autre dé, enfin voilà. Des petites choses comme ça. Salut Alex. C'est rigolo, mais alors c'est à 300% du pif. J'espérais que la façon de créer son deck de dés, enfin c'est pas un deck, mais de créer son groupe de dés ait plus d'influence sur ce qui se passe dans la partie. Et franchement, j'ai pas l'impression. Parce que tu lances les dés, si t'as de la chance, ça va, si t'as pas de chance, ça va pas. Enfin, c'est que du lancer de dés comme ça. On a joué à 2, et je trouve qu'à 2 ça va parce que tu joues ton tour, puis l'autre joue son tour, puis tu rejoues ton tour. À 4, j'ai peur que ça soit super long. Parce qu'à 4, tu joues ton tour et après, il faut que tu attendes que les 3 autres aient fait leur tour. Et un tour de jeu, c'est pas juste je lance un dé hein, et je m'arrête. C'est je fais tous mes lancers de dés en essayant de calculer un petit peu les probas pour voir qu'est-ce qui peut m'arranger, qu'est-ce qui peut ne pas m'arranger. Et du coup, bah c'est un peu long pour pas grand-chose. J'avoue que j'étais assez déçu. Je dis pas que j'attendais de ce jeu une incroyable découverte, mais franchement, est-ce que j'ai envie d'y retourner? Non. Bon, c'est pas à oublier non plus, hein. Je pense qu'en petit jeu d'apéro entre midi et 2, avec un collègue qui joue pas beaucoup, ça peut être rigolo, mais je peux malheureusement pas dire grand chose de plus que ça dessus, hein. Donc moi ça sera non merci, j'ai pas envie d'y rejouer. Et je n'y rejouerai probablement pas, mais voilà, j'entrevois un peu l'intérêt du truc. Sans dire que c'est incroyable. On repasse sur un petit jeu enfant qui s'appelle Le Clan des Souris, qui est sorti aussi l'année dernière. Ouais, j'ai joué à quelques jeux enfants. Bah, faut dire qu'un jeu enfant, tu joues 10 minutes, t'as aperçu le jeu, c'est pas mal. Il a 8 parce qu'il y a 3 personnes qui ont voté, je
J'ai envie de voir qui. Les 3 ont voté 8. Pilou, Juju Cactus et Lord Gotham. Ouais, bah... je sais pas qui t'es toi, mais tu serais l'éditeur ou un truc comme ça que je serais pas surpris. Mais t'as mis que 8, alors finalement, pourquoi pas. Bon bref. Donc un jeu de Christophe Laura qui a fait Troll, Drobot, j'y ai joué. Princesse of the Shell, j'en ai entendu parler mais j'ai pas joué. Boss Quest, pareil, j'ai entendu parler mais j'ai pas joué. Oui, c'est des jeux un peu obscurs que j'ai vu traîner sur des tables en salon, mais sur lesquels je ne me suis pas plus approché que ça. Le Clan des Souris, c'est un petit jeu de mémoire pour enfants, donc, avec... Oula, je suis allé trop loin. Avec quelques petits twists, mais pas non plus incroyable. En fait, sur toutes les cartes, et on n'a pas d'exemple de cartes, merci. Donc sur la plupart des cartes, en tout cas, on a 3 animaux qui ont des tailles différentes. On a un petit animal, un animal moyen et un grand animal. Ce qui va se passer, c'est que on a une petite pile avec tous les animaux possibles et imaginables. On en retourne un et on va par exemple avoir la girafe. Et bien à son tour, on va retourner une carte parmi les 16 qui sont au centre. Et si dessus il y a une girafe, ben on va pouvoir prendre une dent de la taille de la girafe pour la mettre dans notre petite boîte. Le but étant d'avoir toutes les dents. Donc au début on s'en fiche un peu de la taille et au bout d'un moment si on n'a plus de grandes dents, faut éviter de retomber sur le grand animal qu'on cherche parce que ça ne sert à rien. Si on retourne une tuile où il n'y a pas l'animal recherché, on perd un petit jeton lune. Et ensuite il y a quelques tuiles bonus qui permettent d'avoir des petits pouvoirs, qui permettent d'aller regarder d'autres tuiles, etc. etc. Bon, c'est un jeu de mémoire, c'est pas mauvais. Mais c'est pas non plus incroyable. C'est mignonnet quoi. C'est pas un jeu que je conseillerais plus que ça. Voilà. C'est ok. C'est pile un ok games quoi. Alors encore une fois, hein, c'est un jeu pour enfants, je suis pas enfant, blablabla. Mais Fluffy Valley m'a fait un peu plus d'effet que ça. Et j'ai rien contre les jeux de mémoire en plus, hein, mais bon. Là, c'était pas... je vais mettre là, c'est pas mauvais, mais est-ce que j'y rejouerais? Non. Et est-ce que je le conseillerais? Bof. Donc on va garder le pas mauvais mais pas inoubliable. Ensuite, on est sur les animaux de Baker Street. Bah, je l'ai mal écrit. Ah, c'est en 2 mots, ok. Donc, les animaux de Baker Street qui est sorti en 2022. De souvenir, au moins Mathieu de Ludovox l'avait mis dans son prono As d'or enfant. Parce que c'est un jeu... Bon, c'est un jeu 10 ans et plus quand même. Bah, on se posait la question de est-ce que c'était enfant ou est-ce que c'était famille. Bon, bref. C'est un jeu d'enquête dans lequel on incarne des petits animaux trop mignons. Il y a une grenouille, une araignée, un oiseau et un petit rongeur. Et ben, il va falloir enquêter. Pour ça, on va dans une pièce. Enfin, on va dans un endroit disponible. Il y a les égouts, il y a des buissons, il y a la maison de Sherlock. Et ensuite, donc on a un petit blabla sur qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce. On peut éventuellement envoyer un des 4 animaux pour faire une action spécifique. Chaque animal a un petit pouvoir. Par exemple, la grenouille, je crois qu'elle parle beaucoup. L'araignée, elle est forte et elle menace un peu les gens. L'oiseau, il vole. Ça, c'est incroyable, mais il vole. Le rongeur, il a des lunettes, donc il arrive bien à voir s'il y a des petits détails à voir. Et en fait, on retourne la carte lieu, on retourne notre animal, et on essaie de voir si on a une loupe qui se forme ou pas. Si on a une loupe avec un numéro, on débloque une des cartes numéro. Si on a autre chose, en général, on perd du temps. On a un nombre de temps limité, qui limite un peu les déplacements qu'on va faire, et qui est là aussi, à mon avis, pour éviter qu'on prenne tous les animaux à chaque fois, pour vérifier à chaque fois si ça marche ou pas. Et au final, on a une enquête qui est plutôt clean. Bon, j'en avais parlé une première fois quand j'avais fait que le tuto, et le tuto, il est cool, mais ça reste un tuto. Là, j'ai fait la première enquête aussi, et honnêtement, la première enquête, elle est chouette.
Elle est vraiment intéressante. Il y a une personne qui a disparu, donc on se demande où elle est. On va voir à droite, à gauche, sur le plateau. On interroge les gens, on trouve des objets. Enfin, c'est cool. En vrai, c'est mignon, mais il y a une vraie mécanique derrière. Il y a un vrai quelque chose derrière. Je trouve ça globalement bien écrit. Effectivement, enfant, c'est un peu compliqué parce que c'est du 10 ans et plus. Et est-ce que des enfants à 10 ans y joueront seuls? Non, mais en même temps, il n'y a peut-être pas trop besoin d'être derrière eux non plus quand ils y jouent. Je pense qu'il y a juste besoin peut-être de faire un peu de lecture ou éventuellement de parler avec eux. Mais ils peuvent tout à fait donner leur avis rapidement. J'ai pas parlé des auteurs d'ailleurs. Dave Neal, qui a fait des Unlock, des Sherlock Holmes, des Echoes. Bon, ok, il est spécialisé jeu d'enquête. On a compris. Oh, ça c'est pas sorti encore. Perspective aussi. Bon, voilà. Spécialisé jeu d'enquête, hein. Pas étonnant de le trouver là-dessus du coup. Et on a Clémentine Beauvais. Bah, elle a juste aidé à celui-là. Voilà. Ok, bah, c'est une autrice de livres, a priori. Très bien. Donc, au final, je vais le mettre dans les coups de cœur. Allez. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est pas des enquêtes trop compliquées parce que c'est du 10 ans et plus. Mais parfois, ça fait du bien aussi de faire des enquêtes un peu plus légères. Et je trouve qu'elles sont vraiment bien adaptées et qu'elles sont vraiment intéressantes. Le matériel est cool, la boîte est cool. Enfin, c'était bien écrit. J'ai vraiment pas grand chose à reprocher en fait à ce jeu-là. Donc, je vais finir la boîte, c'est sûr. Je vais faire toutes les enquêtes. Et on verra bien ce que ça donne après. Peut-être que ça descendra, peut-être pas. Je suis assez étonné qu'il n'y ait pas une deuxième boîte en prépa, mais peut-être qu'il y en a une que je ne sais pas. On verra. Passons au jeu suivant, qui est Point City. Alors Point City, j'en ai entendu parler avant d'y jouer. Bon, je sais pas qui d'ailleurs. Point City, ça doit être des mêmes auteurs que Salade de Points parce que ça reprend pas mal le principe et que de toute façon c'est vendu comme étant un peu pareil. Donc on a Molly Johnson qui a travaillé dans... Ah bah en même temps... Ah oui mais du coup c'est débile. Donc elle a travaillé dans Ten, Deep Dive... En fait en anglais, on a Point Salad et Point City, ce qui est logique, ça fait gamme, ça fait sens. Et en français, Point Salad, ils l'ont traduit par salade de points, mais Point City, ils l'ont pas traduit du tout. Faut dire que en français, il y avait un jeu de mots avec salade, il n'y a plus trop de jeu de mots avec ville. Mais ça fait qu'on se fait un peu avoir, quoi. Et c'est pas le même format non plus, la boîte est plus grosse. Hein. Salade de points, c'est une petite boîte métallique, qui est probablement plus métallique maintenant. Mais salut Milou. On était sur Point City. Et je rageais sur le titre qui n'a pas été traduit contrairement à Point Salad. Mais qui n'aurait pas dû être traduit du coup pour que ça reste ensemble. Donc Point City, on va avoir un petit tableau de cartes de 4 par 4. Et ça reprend, je disais, un petit peu salade de points. Parce que salade de points, on avait 4 légumes qui étaient installés et 2 scoring face visible à côté. Et soit on prenait un scoring, soit on prenait 2 légumes. Et ça faisait notre collection de légumes. Et voilà. Et les légumes après permettaient de faire les scores. Et voilà. Là, on a le même principe. Au début, on est comme ça. On va devoir prendre 2 cartes côte à côte. Sachant que j'ai le droit aussi de prendre les 2 premières de la pile. Mais par contre, je suis obligé de prendre les 2 premières. C'est-à-dire que la première, je la vois, mais la deuxième, je la vois pas. Et je suis quand même obligé de la prendre. Quand j'en prends 2, il faut qu'elles soient adjacentes orthogonalement parlant. En allemand, on dit aussi on dit ça à 2 points. Alors, je t'avoue que les expressions allemandes, je parle un peu allemand, mais très loin, et je connais pas les expressions allemandes. Voilà. Donc peut-être que l'expression ça à 2 points existe aussi en allemand. Mais en même temps, Point City, je vois pas trop ce qu'on peut faire en français comme jeu de mots dessus. Hein. C'est un peu plus compliqué, on va dire. Donc je reprends l'explication où j'en étais. On prend 2 cartes de façon descendante. Donc là, je peux prendre la pièce et l'énergie. En fait, ça, c'est des ressources. Bon, ça serait des légumes que ça reviendrait au même. Hein.
Juste qu'on a industrie, écologie, ville, communauté, blablabla. Ensuite, on refile. Sauf que, quand on a pris une carte ressources, on refile avec, non pas une ressource, mais une partie de la ville. Et à l'inverse, quand on prend ces trucs-là, on refile avec une ressource. Donc au début, le plateau est plein de ressources, et en fait, arrivé en fin de partie, il n'y a quasiment plus de ressources parce que ce qui fait des points, c'est les bâtiments, c'est pas les ressources. Les bâtiments, pour les faire, c'est simple. En dessous, vous voyez, il y a des conditions. C'est-à-dire qu'il faut dépenser ces 3 ressources pour construire le bâtiment. Mais vous voyez aussi que sur certains, il y a une petite ressource en haut à gauche. Et bien là, on a une petite partie Splendor. C'est-à-dire que quand j'achète ce bâtiment, à partir de là, je produis naturellement une fois cette ressource-là. Donc on va avoir une première partie de partie qui va être un petit peu longue, mais ça va. Où on va commencer à essayer de créer son moteur pour avoir des ressources. Pour espérer à un moment donné, par exemple, pouvoir construire 2 bâtiments d'un coup. Sauf que 2 petits twists, peut-être 3, je sais pas, on verra. En tout cas, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que cette ressource-là, si elle me sert à acheter un bâtiment, elle ne me sert pas à acheter un deuxième bâtiment. C'est-à-dire que je la produis, mais je la produis une fois. La deuxième, c'est que vous avez des bâtiments comme celui-là, qui sont des bâtiments municipaux, si je ne me trompe pas, qui font aucune ressource là, mais qui me permettent d'aller prendre un des jetons qui est en haut. Et le jeton en haut, c'est soit du scoring final, soit un petit bonus immédiat. Mais je crois que c'est quasiment que du scoring final. Par exemple, j'ai cette tuile là qui fait 7 points. Celle-là qui va me faire 2 points par bâtiment municipaux. Celle-là qui va me faire 3 points par combinaison de violet et de jaune que je vais réussir à produire en fin de partie. Etc. etc. Donc, elle fait pas de points immédiats, mais elle en fera plus tard. Et il y a des bâtiments qui font et des points et des ressources, ou des bâtiments qui font que des points. Le jeu se joue en 14 tours, je crois. En tout cas, le deck est constitué pour que ça soit un nombre de tours fixe. Et à fin de partie, la personne qui a le plus de points l'emporte. Entre les points qu'il y a sur les bâtiments et potentiellement les points de victoire là. C'est assez simple. Mais en vrai, c'est plutôt intéressant, je trouve. Il est plus compliqué que Salade de points. Et en même temps, il s'explique bien vite. Et tu fais des trucs dans ta partie. Je vois pas à quel moment t'es coincé, parce que de toute façon, au pire, tu peux prendre les 2 ressources au-dessus du paquet de cartes là. Plus t'avances, plus les cartes sont fortes. C'est-à-dire que là, on doit être encore en manche 1, mais quand t'arrives, il y a des cartes de niveau 2, et les cartes de niveau 2, à partir de là, t'as des doubles ressources. T'as aussi des cartes ressources joker qui sont là. Tu commences avec une au début de partie, mais il y a moyen d'en récupérer d'autres. Bon, en allemand, a priori, ça s'appelle Punktestadt. Ce qui est probablement pas un jeu de mots, mais ça existe quand même. Et voilà. Donc, le jeu est cool. Moi, je vous conseille d'essayer si vous aimez les petits jeux. Ah, là, on a les cartes double ressources. Le jeu est cool. C'est pas compliqué, mais quand même, ça demande un peu de réfléchir. Et en jeu familial, mais un peu poussé, franchement, c'est pas déconnant. Je vais pas dire que je préfère ça à un Acropolis, mais presque, hein, quand même. Bon, déjà, je suis pas un gros fan d'Acropolis, mais celui-là, je le trouve vraiment intéressant. Et rejouable à l'infini, parce que de toute façon, vous savez jamais les bâtiments qui vont pouvoir sortir, vous savez jamais ce qu'il va vous falloir pour le faire, etc. etc. Donc cool. Point City, c'est cool. Ça va être dans À quand la prochaine, je pense. Ça va être dans À quand la prochaine. Ouais, j'ai très envie d'en refaire une, en fait. Après une première partie qui a été catastrophique, hein, il faut l'avouer. C'était pas glorieux. Mais ouais, à surveiller. Pour une fois qu'un jeu Gigamic me met un petit peu la hype. Et pour une fois que c'est vraiment bien fait, faut le dire. Mais j'avais déjà beaucoup aimé Salade de points, donc j'y suis allé sans trop de peur, et je ne regrette pas. Ouf, je me demandais quel jeu c'était celui-là, mais je m'en rappelle maintenant. On va attaquer un jeu qui est un peu moins petit. Ça va être Rats of Wistar, qui n'est pas sorti en français, mais qui sort très bientôt. C'est un jeu de Simone Luciani, très peu connu, hein, comme auteur. Soul King, Marco Polo, Lorenzo, Newton, Barrage, Golem, Diletum, Darwin Journée qui vient de gagner les Diamants d'Or, et peut-être l'As d'Or dans pas très longtemps.
Bon, déjà quand on voit ce nom sur une boîte, on a quand même envie de l'ouvrir. Et on a Danilo Sabia qui a fait One Deck. Alors ça, j'y ai pas joué, mais on m'en a dit du bien, du mal. Alors du coup, mais je jouerai peut-être CT, soit dit. Faut pas mourir idiot. Tac, tac, tac. Bon, bah, il a fait ces deux jeux, quoi, quasiment. Et celui-là, bah, je sais pas du tout ce que c'est. Alors, je vais pas en parler. On va revenir sur Rats of Wistar. C'est un jeu de placement d'ouvriers, je dirais. Bon, et de gestion de ressources, mais ça va un petit peu avec. Donc, on a un gros plateau central comme ça, avec surtout une roue ici. Si j'arrive à trouver un petit zoom sur la roue, on a un mini zoom sur la roue. On a deux types d'ouvriers, on a ces souris trop mignonnes qui sont là, et ces souris un peu moins mignonnes, mais quand même mignonnes qui sont là. Celles-là, elles vont se balader autour de la roue. En fait, elles vont permettre d'accentuer les actions qui sont sur la roue. Et les souris qui sont là, bah, elles vont nous permettre d'aller sur la roue pour faire l'action qui est dessus. Par exemple, la souris bleue qui est là, elle se pose là, donc elle fait l'action hop, fiole qui est là, qu'on entrevoit par ici. Et ensuite, bah, elle fait l'action de la zone correspondante. Donc là, la zone, c'est le lit. Et elle peut la faire deux fois parce qu'il y a deux souris jaunes dans cette zone. Deux souris bleues. Parce que j'ai parlé de la bleue. Enfin, il y a deux jaunes aussi, mais on s'en fiche. Et donc, on va pouvoir faire cette action deux fois. Les actions, elles sont assez nombreuses. On a notre petit plateau personnel qui est là. Hop, je peux peut-être zoomer sur celui-là, il est pas si mal. Donc, on va pouvoir faire des lits pour libérer d'autres petites souris comme ça, ouvriers. On va pouvoir creuser dans le terrier ici pour faire un peu de place. Parce que de toute façon, ce qu'on enlève là, il va falloir le mettre là. On va pouvoir ici récupérer des petits cubes pour débloquer des bonus. On a une main de cartes parce qu'on va pouvoir essayer de construire ces cartes. Sur le plateau commun, on a de l'exploration à faire. Donc on va pouvoir visiter la maison avec quelques objectifs ici qui vont être demandés. En général, on va demander d'avoir certains symboles sur les cartes qu'on a déjà jouées. Donc jouer des cartes, c'est assez important. Sachant que plus on va loin, plus ça vaut de points, mais plus c'est difficile. Sachant que dans la cave aussi, il y a du fromage à récupérer qui fait des points de victoire. Donc voilà, on a un petit jeu qui est comme ça assez complet. Sachant que à chaque manche, la roue qui est ici tourne d'un cran. Donc les actions qui étaient en face de cette action-là, bah, elles seront en face d'une autre action après. Donc si je la fais manche 1 ou manche 3, bah, c'est pas vraiment la même action. Ça change un petit peu à chaque fois. Et bah, c'est vraiment cool comme petit jeu. Moi j'ai vraiment aimé. Alors encore une fois, ça s'est pas hyper bien passé pour moi. J'ai pas trop fait d'exploration, probablement une erreur. Après, j'ai joué pas mal de cartes et je m'en suis pas trop mal sorti. Il y a plein de petites choses qui changent d'une partie à l'autre. Bah, déjà la roue qui sera jamais la même, donc ça c'est quand même mine de rien très important. Et c'est pas un truc salade de points, on va pas faire 40 000 points en fin de partie. C'est pas non plus sec, je veux dire, il n'y a pas un moment où tu es en train de souffrir parce que tu sais pas ce que tu peux faire. Pas pour autant que tu es large en ressources et compagnie, hein, mais tu as toujours de quoi faire. Le principal problème, alors on y a joué à 3 et je pense que c'était bien, 4 c'est peut-être plus dur. J'ai une amie qui a joué à 4, il m'a dit que c'était plus compliqué. Parce que ces places-là, bah, il y a des places qui sont chères quand même. Quand tu es premier joueur, tu as 2-3 emplacements qui sont vraiment mieux que d'autres. Et je pense que quand tu joues à 4, bah, ton dernier ouvrier, tu le mets là où t'as pas trop le choix. Et c'est pas forcément ce que tu voulais faire. Donc voilà, un petit jeu de pose ouvrier avec de la grosse interaction du coup sur le choix des actions. Parce que bah, quand quelqu'un s'est placé dessus, toi tu peux plus y aller. Et c'est très cool. Je vais pas le mettre en coup de cœur parce que j'en ai fait qu'une et c'est un peu compliqué. Je vais le mettre en à quand la prochaine parce que j'ai vraiment envie d'y rejouer. Disons que ça se ferait facilement. Il faut pas me convaincre beaucoup pour me dire de refaire une partie. Surtout que j'ai à peu près les règles en tête. J'estime les avoir à peu près bien expliquées là. Bon, vous qui n'avez pas joué, vous avez peut-être pas compris grand chose, hein, cela dit. Mais voilà, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y jouer. C'est pas évident parce que c'est un jeu qui est pas sorti en français. Et que du coup, bah moi j'ai la chance d'avoir des amis qui sont revenus d'Essen avec. Et je les remercie. Mais le jeu sort chez Matago dans pas très longtemps.
pas très longtemps, je sais pas combien de temps c'est, mais en cours d'année, je dirais premier ou deuxième trimestre 2024. Voilà, donc si vous aimez les jeux de pause ouvrier, bah, allez-y, c'est un chouette moment. On va passer sur un autre type de jeu, on va passer sur un jeu de pli qui s'appelle Rebel Princess, que j'ai acheté en Espagne. Et que j'ai acheté en Espagne parce que on me l'a fortement conseillé. D'ailleurs, on m'a dit qu'il était sorti qu'en Espagne, donc j'ai aveuglément fait confiance à ces personnes-là. Bon, cette personne-là, c'est 4 pions de 3, donc ça va. J'ai fait relativement confiance quand même. C'est un jeu de pli. Et c'est un jeu de pli qui m'a rappelé pas mal de souvenirs parce que c'est un jeu de pli qui ressemble beaucoup à la Dame de Pique, si jamais vous avez joué à la Dame de Pique. Je regarde rapidement les auteurs, donc Daniel Byrne, José Gerardo Guerrero, Kevin Paez, Tirso Virus. Ça a l'air assez espagnol quand même, hein, comme nom d'auteur. Et a priori, bah, ils ont fait Rebel Princess et c'est à peu près tout. Ok. Donc comme je disais, ça reprend un peu le principe de la Dame de Pique. Pour ceux qui ont joué. La Dame de Pique, c'est un jeu de pli classique, c'est-à-dire que si je joue le 3 de trèfle, tu vas jouer du trèfle pour prendre le pli ou pas d'ailleurs. Ouais. La personne après aussi, la personne qui a joué la plus grande carte remporte le pli et voilà. La grosse différence avec un jeu de pli classique, c'est que il n'y a que quelques cartes qui valent des points. Donc dans la Dame de Pique, bah, c'est les cœurs. Ou dès que tu te prends un cœur, bah, tu te prends un point. Et le but c'est pas d'avoir de points. Sauf que tu ne peux pas jouer cœur tant que personne n'a pu jouer de cœur. Donc en gros, il faut que quelqu'un n'ait plus de la couleur demandée pour qu'il joue un cœur et que là tu puisses enchaîner dessus. Et tu as la Dame de Pique qui vaut genre 13 points aussi. Ou si tu te la manges, bah tu te la manges et t'as mal, quoi. La deuxième chose aussi par rapport à un jeu de pli classique, c'est que en début de manche, tu donnes des cartes à ton voisin de droite ou de gauche, je ne sais plus, tu en donnes genre 2. Là, on a le même principe. Bon, c'est juste que les couleurs de cartes, c'est pas cœur, trèfle, carreau, pique, c'est... Il y a la princesse, il y a les fées, il y a les reines et il y a les princes. Les princes, c'est l'équivalent des cœurs, c'est-à-dire que c'est ce qu'on ne veut absolument pas avoir. Parce qu'on est des princesses, et les princes essaient de nous marier, et nous on n'a pas envie. On veut rester des princesses libres et fières. Et les princes, eux, ils veulent juste nous ken. Voilà, c'est dit. Et nous, on n'a pas très envie. Ouais, ben c'est pour ça que je dis que ça me rappelait des souvenirs la Dame de Pique, parce que j'y ai joué aussi sur ordi. Et effectivement, au début, je comprenais pas grand-chose, et au bout d'un moment, j'ai quand même réussi à capter les règles et à établir quelques petites stratégies. Et là, du coup, bah, c'est globalement le même, hein, comme je disais. Donc là, les princes, c'est la couleur qu'on ne peut pas jouer directement, mais qu'on a envie de refiler aux autres. On a les animaux qui correspondent aux piques. Parce qu'en fait, les cartes vont de 1 à 12, je crois. Et le 8, bah, c'est le crapaud. C'est le prince charmant qui est déguisé en crapaud. Donc, si tu l'embrasses, bah, ça devient un crapaud et tu prends 5 points négatifs. Donc, c'est un peu moins violent que la Dame de Pique en elle-même. La deuxième règle qui diffère aussi, c'est que dans la Dame de Pique, si c'est une personne qui se récupère tous les cœurs et la Dame de Pique, donc qui prend tous les points possibles, et ben c'est les autres qui prennent les points négatifs. Là, si tu as pris tous les points négatifs, tu as pris tous les points négatifs et tu passes pas une bonne partie. Et l'autre règle qui diffère aussi, c'est que on joue en 4 ou 5 manches. Et à chaque manche, il va y avoir une carte événement de révéler. La carte événement indique combien de cartes on passe et à quel voisin, donc droite ou gauche, parfois les deux d'ailleurs. Et il y a un événement qui se passe. Par exemple, nous comme événement, on a eu que les princes faisaient toujours un point négatif. Mais que les princes couplés à des reines, c'est-à-dire que le prince numéro 2, si tu le récupérais et que plus tard, ou en même temps d'ailleurs, tu récupérais la dame 2, bah ça faisait un couple qui match en termes de numéros, et du coup tu te prenais non pas 1 mais 3 points négatifs. Et tu pouvais te prendre 2 points négatifs si tu avais un prince qui ne matchait pas avec une reine, mais un prince et une reine ça faisait quand même 2 points en moins. Et c'était rigolo, parce qu'on a eu plein de petits événements comme ça, alors je les ai pas tous faits, mais presque, et ils sont tous vraiment très cool. On en a eu un où les fées, ça devenait des atouts, donc si tu jouais une fée, bah tu prenais le pli parce que tu coupais. Sauf que là, c'est un jeu où t'as pas spécialement envie de faire des plis, donc couper, c'est pas quelque chose que t'as envie de faire. C'est un jeu qui joue de 3 à 6, on a joué à
4 ou 5 à 5 je crois, et j'ai dû y rejouer à 4. Et moi j'ai beaucoup aimé mes deux parties en fait. Je trouve qu'en petit jeu de pli, bon alors, en termes de créativité ils sont pas allés chercher très loin parce que comme je le dis une fois de plus, c'est la dame de pique. D'ailleurs l'éditeur s'appelle Zombie Paella. Moi je veux bien ne pas faire de blagues sur les Espagnols, mais à un moment donné, même eux ils le font quoi. C'est dur hein, c'est dur. Donc, le jeu est pas spécialement hyper original parce que c'est la dame de pique que je connais depuis que je suis gosse et autant dire que je suis plus gosse depuis un petit moment. Et en même temps, je suis content d'y avoir rejoué parce que je le trouve cool. Et le fait qu'il y ait des événements aléatoires, c'est vachement chouette. Et il y a même autre chose, c'est qu'au début on choisit une princesse et que chaque princesse a un petit pouvoir qu'on peut utiliser une fois par manche. Et non pas une fois dans la partie, hein, c'est une fois par manche. Et c'est des petits trucs cons, il y en a une par exemple, quand c'est à elle de lancer un pli, elle peut dire non mais c'est pas moi, c'est toi qui vas lancer le pli. Et il y en a une qui fait ça mais en prenant une carte aléatoirement dans la main de quelqu'un qui la balance. Voilà, je trouve qu'il y a des petits trucs drôles. Donc ça rajoute un peu de chaos, mais c'est drôle. Moi je le mets dans les coups de cœur, voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'en ai fait 2 parties et j'ai hâte d'en refaire une 3e, une 4e, une 5e. C'est un petit jeu de pli vraiment sympa. Mais pas disponible en France et j'ai pas entendu parler d'une possible édition française. Donc on verra. Peut-être qu'un jour ça viendra, peut-être que pas. Et j'aime beaucoup aussi le thème. Des princesses qui essaient de fuir le prince charmant, tout ça, voilà, c'est rigolo. Passons à Skyrocket. En parlant de jeu qui n'est pas très original, on va déjà regarder qui a créé ce jeu. Donc Charlie McCarron, Guesswork, Alphabet Stoop. Il a que des trucs que je ne connais pas. Par contre, je suis assez choqué en fait de ce que je vois. Et du coup, il va falloir que je la regarde ailleurs. Parce qu'en fait, Skyrocket, si je dis que c'est pas hyper original, c'est que je vous montre le plateau, normalement, instinctivement, dans votre tête, vous voyez un autre jeu. Vous voyez un jeu qui aurait pu être nommé cette année à l'As d'Or, mais qui malheureusement pour Cédric ne l'a pas été. Et puis malheureusement pour l'auteur et compagnie. Moi ça m'a fait plaisir de le voir aussi parce que c'est un des jeux que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année. Normalement là vous voyez un petit peu Kites. Kites c'est un jeu coopératif où à son tour on va jouer une carte. Cette carte possède une ou deux couleurs. Ça nous fait retourner les sabliers de cette couleur. Sabliers qui sont des cerfs-volants. Et le but c'est de maintenir les cerfs-volants en l'air, donc il faut les retourner régulièrement pour que le sable continue de s'écouler à l'infini. Là on est sur un jeu coopératif où on a des cartes avec des couleurs dessus qu'on va pouvoir jouer pour retourner des sabliers de cette couleur là, et le but du jeu c'est de faire en sorte que ces sabliers ne s'écoulent pas intégralement. Je crois que je me suis un peu répété là en répétant les deux règles quand même hein. Il y a un peu de mauvaise foi dans ce que je viens de dire parce qu'en fait il y a un peu plus de règles dans celui-là. En fait vous avez un paquet de cartes ici de 50, je crois 50 cartes, qui est un mode histoire parce qu'en fait il y a des petits trucs à faire à chaque fois. Par exemple le sablier qui est orange ici, faut le laisser finir. Une fois qu'il est fini, on le retourne, il va sur le 3, puis sur le 2, puis sur le 1. Si on arrive à le faire emmener sur le 1, on a gagné cette partie. Donc on maintient les autres en l'air, mais lui on essaie de l'accélérer. On a fait quelques parties seulement, donc on a pu découvrir que quelques petits trucs. Bon déjà je suis obligé d'approuver parce qu'il y a une carte feu d'artifice poulpe, donc ça vaut beaucoup de points. Mais à côté de ça, je me dis que est-ce que j'ai envie de faire la campagne entière de ce truc là? En fait il serait sorti avant Kites, j'aurais crié au génie, j'aurais sauté dessus directement et j'aurais fait la campagne peut-être plusieurs fois. Là, Kites, je m'en suis déjà un peu lassé parce que j'arrive plus à perdre en fait dans Kites parce que
une fois que tu as joué au jeu et que tu as compris un peu comment ça marchait, ben tu perds plus. Et là, on a vraiment des sensations qui sont très similaires. En tout cas, moi, ça m'a pas fait un effet oh là, je joue à un nouveau jeu. J'ai eu l'impression de rejouer à un jeu que j'avais déjà joué. Et ça me gêne un peu. C'est pas mauvais, mais ça existe déjà, quoi. Et du coup, ce qui me pose problème, bah, c'est que c'est pas les mêmes auteurs que Kites. Et ça c'est moche, quoi. Ah non, c'est vraiment pas les mêmes auteurs, quoi. Oh. Et ben, je trouve ça pas très joli. Je trouve ça pas très jojo. Du coup, ça me le fait redescendre d'un côté. Je voulais le mettre dans pas mauvais mais pas inoubliable, mais j'ai envie de mettre dans non merci parce que je trouve que c'est vraiment abusé le fait que ce soit le même jeu avec quelques différences mais que ce ne sont pas les mêmes auteurs. C'est fou, hein. Je trouve ça assez dégueulasse en fait. Enfin, je suis d'accord qu'on... Enfin, je dis on, mais je suis pas auteur, mais je suis d'accord que les jeux qui sortent sont plus ou moins inspirés d'autres jeux. Mais là, franchement, le principe, c'est quasiment le même que l'autre. Alors, ça se trouve, il était en développement en même temps. C'est fort probable, mais je trouve ça moche quand même. Je trouve ça très très moche pour Kevin Amamo, qui n'a que 3 fans d'ailleurs. C'est triste, hein, mon pauvre Kevin. Donc voilà. Donc je le mets dans non merci. C'est méchant de le mettre dans non merci. Non, je le mets dans pas mauvais, pas inoubliable. En vrai, c'est bien comme jeu, mais ça reprend des trucs qui existent, quoi. Ce qui me gêne pas, mais faut le dire. Faut le dire et ça arrive tard, quoi. Ça arrive tard. Ensuite, est-ce que c'est ça? Pas du tout. On arrive sur un autre jeu d'escape. Sauf qu'évidemment, je me rappelle plus de son nom. C'est Timescape, les anneaux de je sais pas quoi. Oh, ok. Bah, c'est Timescape, mais c'est pas Saving Shakespeare. Bon, on va quand même regarder parce que c'est le même type de boîte, juste pas celui-là. C'est peut-être un jeu français qui n'a pas été plus loin que la France. On n'est pas à l'abri. Donc, on est sur un jeu d'escape game. En plus, il n'y a pas d'image. C'est un peu moche. Bon, en gros, on a un paquet de cartes. On va l'étaler. Enfin, on va l'étaler. On va étaler quelques cartes qui vont former une map. Et sur chaque carte, sur la plupart des cartes, on a une énigme. Si on la résout, bah, on retourne la carte qui nous dit de reposer d'autres cartes. Et on avance comme ça au fur et à mesure. Bon, c'est des énigmes assez classiques. Rien de bien compliqué. J'en avais déjà parlé cet été parce que cet été, j'avais joué à un autre Timescape qui était sur Sherlock Holmes. Celui sur Sherlock Holmes, j'en garde vraiment un mauvais souvenir. Celui-là, il n'est pas incroyable, mais il est mieux fait quand même. C'est-à-dire qu'il est au moins un peu intéressant. Les énigmes sont plutôt correctes. C'est très facile par contre. Les énigmes sont vraiment faciles. Il y a eu quelques petites surprises que j'ai pas envie de spoiler si jamais vous voulez le faire, qui sont plutôt cool, auxquelles je ne m'attendais pas. Mais voilà, c'est trop simple pour moi, mais c'est une petite boîte, des énigmes classiques mais efficaces. Voilà, je vais mettre dans bon jeu. Je n'ai pas envie d'épiloguer plus que ça là-dessus. C'est pas non plus le meilleur jeu du monde, mais ça va. On va parler plutôt de Triggs. Sorti en 2022. Je suis pas sûr qu'il soit encore sorti en France. Mais il va sortir chez Opla ou Oya. Oya. Je confonds les deux, je sais pas pourquoi. C'est de Karin Etling. Qui a fait quelques autres jeux. Qui a fait Alice Banane. Voilà. Si vous connaissez pas Alice Banane, vous avez raté votre vie. Hein. C'est comme ça.
Mhm. C'est vraiment des jeux allemands. Bon, du coup, je suis curieux de voir Alice Bananeux. C'est quand même un chien dégueulasse qui tient une banane. Hein. Et il y a une banane dedans. Il y a une vraie banane dans le jeu. Ouais, bah, ça me donne envie de jouer à Alice Bananeux. Hein. Ok. Forspielen. Ok. J'ai pas tout compris, mais bon, il y a une banane dans le jeu, donc ça donne envie d'y jouer. Voilà. Je suis quelqu'un de facile à avoir. Bref, Triggs. Triggs, c'est un petit jeu à cocher. Tout le monde a la même grille. On a des cartes qui vont de 1 à 12. À son tour, voilà, on a une pioche cachée et 2 pioches visibles. Soit on pioche 2 cartes, soit on joue des cartes pour cocher des cases. Jouer des cartes pour cocher les cases, bah, si je joue un 9, je peux cocher une case dans le 9. Sauf que, en fait, bah, si je joue un deuxième 9, dans le même tour, je peux cocher directement 2 cases. Oui, mais si je joue 5 et 4, bah, ça fait 9. Donc je peux aussi cocher une troisième case dans le 9. Et là, la personne ici a joué 9, 9, 5 et 4. Donc 9 et 1 et 8, donc 9. Peut causer 4 cases dans le 9. Il y en a pile 4. Quand on finit une ligne, on a le droit à une petite coche bonus où on veut. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'une personne ait fini intégralement sa grille. C'est une fin sèche, donc on va pas se mentir qu'être premier joueur ça permet de jouer plus, donc c'est un gros avantage. Par contre, bah, c'est un petit jeu de mamie quoi. Je veux dire, c'est le petit jeu que tu sors facilement comme ça en famille et qui demande pas trop de réflexion. Mais je suis obligé de le comparer à Skyjo. Et je trouve ça vachement plus intéressant qu'un Skyjo en fait. Il se passe des choses, tu vois. C'est aléatoire, mais tu essayes des choses. Tu essayes des choses et tu les contrôles un peu. Bon, pas de façon incroyable, mais bah, c'est mieux que Skyjo quoi. Bon, Skyjo en même temps je le mettrais dans un oublié personnellement quasiment. Je vais le mettre dans le bon jeu. Bon, c'est pas incroyable hein, comme jeu non plus. Mais en petit jeu de mamie, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je pense que tu joues facilement avec ta mamie hein, ce jeu. Voilà. Et tu joues facilement avec des gens qui ne jouent pas et tu joues facilement en fait. C'est un petit jeu détente. Tu joues, tu bois un petit thé, tu regardes un petit truc en même temps. C'est très bien. Sous ton petit plaid parce qu'il fait froid en ce moment. Et voilà. Parfois, bah, c'est tout ce qu'on cherche dans un jeu de société, et celui-là l'apporte et le fait très bien. Et en même temps, il est un petit peu malin, donc moi, ça me suffit. Il reste un dernier jeu donc dans ce mois de janvier, qui était assez sympathique. Bon, comme je disais, le mois de février, il y a Cannes, donc ça devrait exploser un peu les records. C'est Unboxed, qui était annoncé en français, donc il n'est pas encore sorti, mais par... soit Don't Panic, soit Sit Down. Je dirais Don't Panic, mais est-ce que ma mémoire me fait défaut? Probablement. Je vérifie rapidement. Est-ce que je vais le voir là? Blablabla. Probablement pas. Et ben j'en sais rien. Voilà. Mais il va sortir en France dans pas très longtemps. Bon, en vrai, en anglais, il se joue très bien aussi. Hein. C'est pas non plus compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Unboxed? Et ben dans Unboxed, on a plusieurs scénarios. Et en fait, un scénario, c'est du matos. Et on doit se démerder pour trouver les règles du jeu. Voilà. On a un proto, il faut trouver comment on joue au jeu. Donc on va avoir une carte comme ça, par exemple. On va avoir des jetons, des cartes. Il faut se débrouiller pour dire qu'est-ce qu'on doit faire dans le jeu, comment on gagne, quelles sont les règles, quoi. Bon, là, on a R4, R5, R5. J'aurais peut-être dû montrer les premières pour pas me spoiler davantage. Ça je l'ai fait, celui-là, la carte du milieu. Ça aussi, je l'ai fait. Ça va être les 2-3 premières. Ok. Est-ce que c'est bien? La réponse est... je sais pas. Je sais pas trop.
parce que j'attendais pas mal de jeux là, j'en avais entendu du bien principalement, et je trouvais que le principe était cool. Sur les deux, nous on a fait que les deux premiers scénars, donc les deux premières enquêtes, je sais pas combien il y en a au total dedans, probablement pas 50 000 non plus. Ben, c'était assez facile et c'était assez pas intéressant. Bon, après, il faut aussi se dire que si les jeux qui étaient dedans étaient intéressants, bah, ils auraient été édités et pas juste foutus comme ça en vrac dans une boîte. Mais je sais pas, je sais pas. Est-ce que j'ai envie de faire les autres? Oui, et en même temps, si je les fais pas, je serais pas triste non plus. J'ai pas trouvé ça si waouh, si révolutionnaire. Je sais pas, j'en attendais peut-être plus. Hein. Donc l'auteur Jordan Sorensen qui a fait Muse. Muse, j'ai trouvé ça vraiment pas bon. Mais il a fait Muse. Hein. Muse et Unboxed. Ok, bon, bah c'est pas mon auteur favori jusqu'à maintenant. Muse qui est noté autant que Unboxed, ce qui est pas fou parce que Unboxed, je pense que c'est mieux que Muse quand même, mais c'est pas non plus la folie. L'idée, les gens ont mis entre 1 et 10. Ok. Diotim, je te connais, toi. Toi, je te connais. T'as mis 6. Ouais. T'as peut-être raison. Les gens ont pas vraiment... Very good concept of a game where first have to figure... Oui, il y a 10 scénarios, j'en ai fait 2, quoi. Ouais, non, mais t'as pas envie de jouer au jeu, hein. Ouais, voilà. Je vais rejoindre un peu... bon, je l'ai pas fini, mais je vais quand même rejoindre l'avis de cette personne que je vais plus ou moins traduire. En gros, il dit que c'était cool de chercher les 10 scénarios, et je suis assez d'accord, moi ça me donne envie. Geek Buddies et la comparaison de notes, non, je sais pas faire. Ah, Geek Buddies, c'est pour voir les... si. Mais moi je l'ai pas noté, c'est pour... Tu parles de ça là? Mais je suis pas sûr d'avoir des amis en fait sur BGG. Voilà, je le dis, je n'ai pas d'amis sur BGG. C'est-à-dire que je sais qui c'est Diotim, mais je ne pense pas que ce soit mon ami. Voilà, Toon City, Dijon, je dis. Mais non, j'ai pas ajouté les gens en ami. Mais vous pouvez m'ajouter, hein, c'est pas un problème. Ouais, mais elle met des 6. Donc je reviens un petit peu sur Unboxed. Ce qui a été dit, c'est que c'est assez fun à faire, mais c'est rapide de trouver les règles. Et je suis assez d'accord qu'on n'a pas des masses galéré. Et que bah, t'as pas envie de jouer au jeu parce qu'ils sont nuls. Voilà. Donc du coup, si le concept est bien, bah, ça retombe assez vite et c'est pas si incroyable. Donc je le mets dans pas mauvais mais pas inoubliable. Il y a quelque chose qui est proposé, c'est cool, mais ça va pas plus loin et c'est pas assez poussé je pense pour que ça soit vraiment hyper intéressant. Donc on a fini notre petite tier list avec 2 coups de cœur, 4 jeux que j'ai envie de rejouer, des bons jeux ici, 2 non merci et pas de jeux que j'ai trouvé catastrophiques. Je vous rassure tout de suite, Cannes ça va être un peu différent. Déjà parce que je sais que je vais jouer à des jeux que j'aime pas. Et parce que je vais y jouer dans des conditions particulières. Bah festival, hein. Jouer en festival, ça ne pardonne pas. On a quand même une ambiance qui est très particulière.